prospection sur les affiches. On a fait une dizaine de prospections sur le bourg, les moulins, le chantier d'insertion mondiale. L'évolution du nombre de chantiers. Alors je vous rassure, je suis pro et je suis pas pro. C'est le cercle principal en fait, du parc marfinien. Pour l'atelier culture, on a fait une petite présentation sur le travail de transmission qu'on a fait depuis 2021 avec le projet de Mapa Culture, pensé pour la commune de Maripasoula, un projet financé pour l'Europe et qui a mobilisé beaucoup des agents à Luku et Guayana, créole. Et on a présenté aussi les ateliers de transmission dans la commune de Camopi. On a parlé aussi du travail associatif qu'on aimerait développer du côté de Papaïstoum. Dans cet atelier culture, on a décidé aussi de se focaliser sur le travail qu'on mène avec le projet Terrastoris. Donc c'est une application qui touche le territoire de Papaïstoum et Maripasoula avec la communauté Aluku et le peuple Wayana, faite avec les habitants et pour les habitants. On a eu l'intervention de Gan Playke qui a présenté le projet, un projet aussi qui est soutenu par ACT, Amazon Compagnie Team, une ONG qui est au Suriname. Gan il a présenté l'historique de l'application, comment il a déroulé toutes les actions dans le territoire, le retour en fait qu'il a eu des habitants qui ont participé dans l'application. C'est une application qui essaye de récolter la mémoire orale, la mémoire collective en lien avec le territoire, qui est destinée aux habitants, 100% aux habitants. Et c'est les habitants qui choisissent s'il y a des données qui seront publiques ou pas. C'est vraiment pour la communauté du Haut-Maroni. C'est hors ligne et du coup c'est une espèce de disque dur, une boîtier. C'est accessible uniquement au PAG, c'est pas encore mis en place partout. Par exemple, si un Amérindien dans Tekompata souhaite utiliser cette application, il est obligé de se déplacer à Taloué. Peut-être à long terme, me le mettre en ligne. Dans Terrastoris, on avait eu 4 médiateurs, 2 médiateurs à Luku et 2 médiateurs au Guayana. On a aujourd'hui plus de 50 entretiens. On peut trouver plusieurs témoignages qui sont en lien toujours avec le territoire, avec la culture, avec la mythologie, avec les symbologies. On a aussi des témoignages qui touchent la vie quotidienne, comme la chasse, la pêche, l'orpaillage. Donc après la présentation des GAN, on a eu un groupe qui a travaillé sur la tradition orale et comment on peut la réfléchir pour la suite de Terrastoris, et un autre groupe qui travaillait sur l'écrit dans les ateliers de transmission. Donc le premier groupe qui travaillait sur Terrastoris, ils ont fait un retour à GAN de comment ils ont aperçu le projet. D'autres habitants ont exprimé aussi leur envie de développer Terrastoris dans leur territoire. Nous, en tant que coprésident et membre, on a eu des idées comme quoi il faut quand même que ça soit mis en place, par exemple à Camopi. Un Camopien, il a sollicité cette application parce que ça l'intéresse. Et d'autres ont proposé aussi d'autres sujets qu'on n'avait pas imaginé toucher dans l'application, notamment la gastronomie. Pour la table de travail sur l'écriture dans les ateliers de transmission, on avait ciblé des membres du CBL qui travaillent dans le milieu scolaire. Et plusieurs choses ont été dites, mais celle qui est ressortie le plus, c'était le besoin de travailler aussi sur l'oralité. Et quand on produit des outils qui servent pour l'école, des outils pédagogiques, il faut qu'on réfléchisse aussi à ce côté oral. On est à la fin de certains projets qui nous permettent de rajouter ce côté oral, notamment pour la plaquette pour mieux apprendre le Wayampi et pour un projet de bande dessinée où on peut rajouter le côté sonore, le côté audio dans nos productions.
Et l'idée de la petite séquence de ce matin, c'était un peu de faire un petit point d'avancement d'informations sur la maladie du manioc. On accompagnait le CIRAD. On en a profité aussi pour faire des prospections autour, donc aller dans les abattis sur la base du volontariat. Donc à Maripasoula, à Papaïchton, à Taluène, Antecumpata et Yao Yao. Et notamment qui travaillent sur les maladies émergentes comme la maladie du manioc qui est en ce moment en Guyane. Donc on voit bien que les symptômes sont présents. Donc sur les bâtons, on voit des feuilles raccourcies, des petits balais, donc comme des pompons au bout avec des feuilles un peu jaunies. Si le prix du couac a baissé, c'est pas pour rien. C'est parce que beaucoup plus de personnes ont du manioc dans leur abattis. Donc, on ne peut même pas éradiquer. Donc, quelle solution après pour l'abattis? Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Il y a aussi le fait de diversifier son abattis pour éviter que le champignon il se transporte avec le vent. Mettre des plants de bananier, mettre de la canne à sucre entre les différents pieds de manioc. Une fois qu'ils ont une culture qui est saine, ils évitent d'aller chercher des tiges en fait, chez d'autres personnes pour revenir qui seront peut-être contaminées. Là, c'est très important à ces périodes-là d'intersaison ou de saison des pluies, d'aller dans les abattis régulièrement et couper tout ce qu'on voit qui est malade. Donc en fonction des photos qu'on nous envoie, nous on peut répondre en direct. Même si on ne peut pas se déplacer, on peut répondre en direct sur ce numéro-là. Une fois que tout le cri de la culture est resté dans le ménagère, qui donc pour Trois-Sauts et Camopi vont sur la décharge de Camopi. Sur le sujet déchets, pour ce CVL, on avait pu inviter la plupart des acteurs compétents dans la gestion des déchets. On a commencé par expliquer que les déchets étaient gérés en différentes catégories par différents acteurs. Par exemple, les emballages papier, carton, plastique, métal sont gérés par Citeo. Il y a d'autres éco-organismes qui gèrent les déchets électriques comme les machines à laver, les frigos, qui sont représentés en Guyane par une association qui s'appelle Acorp. Et ensuite, il y a les communautés de communes, CCEG et CCOG, qui vont, elles, s'occuper de tout ce qui reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ordures ménagères, tout ce qui ne peut pas être recyclé. On a eu des échanges entre les membres du CVL et ces différents organismes pour voir où on en était aujourd'hui de la gestion des déchets, ce qui était prévu dans les prochains mois sur les différents territoires. Donc pour les emballages plastiques, carton, métal, Citeo a expliqué qu'à Maripasoula, il y a eu l'année dernière 15 bornes qui ont été mises en place sur le bourg et que Citeo prévoit d'en mettre d'autres l'année prochaine et demande aux habitants et aux membres du comité de vie locale de signaler s'il y a des endroits où il y en aurait particulièrement besoin. À Trois-Sauts, ils ont expliqué que la collecte des sacs jaunes est assurée par une association locale et qu'ensuite les sacs sont évacués jusqu'à Saint-Georges. À Camopi, c'est en train d'être mis en place et pour le Haut-Maroni, Saül et Papaïchton, c'est prévu dans les mois qui viennent.
Pour le verre, l'idée que partageait Citeo, c'était d'installer des broyeurs à verre qui vont permettre de faire du sable de verre qui peut être utilisé ensuite dans le béton, qui permet d'éviter de puiser du sable dans les fleuves, et que du coup ça a déjà commencé à Camopi, et l'idée c'est d'en mettre en place aussi sur les autres villages. Pour les ordures ménagères, on a parlé notamment du Haut-Maroni, où des bacs ont été déployés récemment par la CCOG. Et ensuite, les déchets sont transportés jusqu'à Maripasoula et rassemblés pour être mis en balles. Et à l'heure actuelle, il y a deux options qui se présentent. Soit que les balles soient enfouies au PK6 à Maripasoula, il y a une étude qui est en cours, soit qu'elles soient évacuées par un ballon dirigeable. Et c'est pareil, il y a des études qui sont en cours. À Trois-Sauts, la CCEG a expliqué aussi qu'ils essayaient d'évacuer les éco-carbets où il y a des ordures ménagères et essayer de les évacuer petit à petit, mais ça prend du temps parce qu'il faut beaucoup de pirogues pour faire le transport. Le tri, je dirais que c'est un sujet sensible. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits, en fait, c'est surtout parce que il y a une lenteur, parce que la population, en fait, sent qu'il y a un désengagement de l'État. On avait l'avantage d'avoir la directrice de la CCEG et qui pouvait déjà donner, en fait, des réponses directement à elle-même. Ce n'est que pour enrichir les réflexions, ce n'est pas le débat stérile. On connaît aussi les paramètres, les difficultés de notre territoire. Le plus gros est le financier. C'est un sujet qui a été posé, mais on a toujours la même difficulté, c'est qu'il faut payer. Et pour payer, quand on a 2/3 de notre budget qui passe dans les déchets... Il y a eu ensuite des discussions sur les coûts, puisque la collecte est normalement financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et pour exemple, à Maripasoula, la CCOG récupère par an 149 000 € de taxes et la collecte des déchets leur coûte 2,5 millions d'euros par an. Donc ce qui permet d'expliquer aussi pourquoi tout ça prend du temps et pourquoi ça ne peut pas toujours être fait au mieux. Ensuite, il y avait Kuala Faya aussi qui était présent et qui a pu expliquer qu'il mettait en place des ateliers de réparation de l'électroménager notamment, dans l'idée de réduire les déchets. Et ça se passe avec des salariés en insertion qui sont formés pour ça. L'objectif pour le parc, c'est de préciser quel est le rôle du parc dans ces sujets-là, parce que par le passé, on est beaucoup intervenu sur la collecte des déchets, notamment sur Trois-Sauts, sur le Haut-Maroni, notamment sur tous les encombrants. Et aujourd'hui, on limite notre intervention là-dessus. Et comme les acteurs compétents sont beaucoup plus présents, nous maintenant, on se concentre plus sur l'éducation à l'environnement autour des déchets. Et l'idée aussi, c'est de travailler sur la réduction des déchets. Donc, par exemple, on a un projet à Maripasoula sur l'économie circulaire et sur des kits vaisselle qu'on déploie dans les événements pour limiter l'utilisation de vaisselle jetable. Les membres du CVL ont fait remonter beaucoup de questions, de remarques. Ils ont fait remonter des problèmes, notamment le problème des batteries solaires à Saül qui ne sont pas encore évacuées. Donc ça, il y a des discussions qui sont engagées avec Accorp et les éco-organismes pour essayer de gérer ça. Les membres du CVL ont signalé aussi qu'ils souhaitaient que le parc appuie la demande de la CCOG qui souhaiterait pouvoir utiliser la piste de Bélizon pour évacuer les déchets de Saül. Et donc il a été convenu que cette demande serait repartagée en conseil d'administration par les membres du CVL. Le comptage global de l'activité sur le territoire du parc, en zone cœur et en zone d'adhésion. Pour février 2025, on a fait 120 sites, moins 23% par rapport au dernier comptage de août. Voilà, les chiffres sont les chiffres, on a coté 120, on a coté 120. Mais la tendance de début d'année, globalement, elle est quand même plutôt à la hausse. Voilà, ça reste 120 chantiers de trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend le kilo, on a en fait dans les mains 100 000 €. C'est pas la même chose qu'il y a quelques années. Et ça, en fait, quelque part, on ne peut pas lutter contre ça, malheureusement. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur? Vous préférez qu'on continue à harceler ces orpailleurs illégaux et qu'on ne fasse pas en sorte d'utiliser tous nos leviers? Dans ce cadre-là, on lutte contre les mines, on va démonter les mines. Mais l'or, c'est aussi une marchandise. Et c'est aussi là-dessus qu'on essaye maintenant d'agir, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les flux d'or ou par l'or qui est illégalement extrait en Guyane. À vendre des machines, à vendre même du mercure de manière complètement libre sur l'ensemble des comptoirs chinois qu'on a en face, et les choses sur lesquelles nous, en tant qu'État, on ne peut pas agir. Enfin, je pense que dire que l'orpaillage légal attire l'orpaillage illégal, ou vice-versa, c'est compliqué. De toute façon, les zones aurifères, les zones qui sont intéressantes pour l'extraction d'or, on les connaît depuis un siècle. On a mis en place des événements qu'on a appelés des événements de sensibilisation. Ceux qui habitent sur le Maroni ont dû voir le championnat de foot Golden Cup l'année dernière. Essayer d'expliquer à la jeunesse ce que l'État fait pour le technologie illégal, mais aussi essayer de créer un débat, une appropriation
de qu'est-ce que l'or, qu'est-ce qu'il a été dans l'histoire, qu'est-ce qu'il pourrait devenir. Comment tout l'or qui est saisi en Guyane revient à l'agriculture illégale. Ça, c'est un système sur lequel on s'est battu et qui existe depuis 2 ans. Je sais même pas de quoi on parle parce qu'en fait, dans le parc national, en fait, l'activité minière est interdite à 90%. Il y a un peu sur Papa-Jeton, un tout petit peu sur Salul. Ici à Camopi, même à Trois-Sauts, ça commence. L'orpaillage clandestin commence de plus en plus. La demande qui a été faite par la population pour éradiquer l'orpaillage, c'était en fait de mettre en fait un barrage, voire même deux barrages à Camopi. On sait que là, on ne peut pas stopper directement l'orpaillage, mais au moins de faire quelque chose. Peut-être qu'il faudrait choisir un temps où il y a plus d'eau, parce que c'est là en fait qu'ils rentrent plus facilement pour faire le trafic. Bon, avant, pour aller à la Camopi, la chasse, à la pêche, et là c'était tranquille. Mais là, avec le trafic d'orpaillage, c'est devenu compliqué. C'est plus peur parce qu'il y a eu à un moment donné des menaces. C'est quelque chose, je ne vais pas vous dire, qui me fait vraiment mal au cœur de voir chaque année, on va dire tous les jours, semaines et mois, la couleur de l'eau qui s'enfonce de plus en plus boueux. Donc moi je trouve que c'est dommage que ça n'aille pas plus vite, quoi. C'est en 2022-23, je suis allé visiter le Chimicumac. Après Antécompata, vous voyez que l'eau est claire, ça commence. Pidima, on a remonté et vraiment je me suis dit waouh, je retrouve mon enfance. Je voyais l'eau claire, on a pu boire l'eau naturelle, pas besoin d'acheter de bouteilles d'eau, donc tout était sain, on pouvait voir les aïmaras. Qu'est-ce que c'est beau! Et là, ce qui m'a étonné, c'est en redescendant, je vois des pirogues de Karine Perrault. Je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. Même dans ces territoires de parc, ils vont jusqu'au fond. Parce que moi, je me suis dit, j'ai connu l'eau propre, mais mes petits-enfants, eh ben, ils sont nés, ils ont vu l'eau comme ça. Pour eux, ils vont dire que c'est comme ça. Non, c'était pas comme ça. L'État n'arrive pas à protéger pour interdire l'orpaillage. C'est difficile, mais je pense que c'est tout le monde qui doit être en contribution pour pouvoir éradiquer ça. C'est un sujet concernant une tortue qu'on trouve que sur l'Oyapock au niveau du parc, qui est la podoclémise et l'iguane. J'ai partagé avec le CVL un travail autour de la gestion des ressources naturelles. On a fait un atelier en 3 étapes. La première étape a été de partager avec les membres du CVL le travail que le parc fait en partenariat avec les Wayampi de Trois-Sauts. Depuis 2023, à la demande des habitants et en particulier des chefs, le parc s'est investi auprès d'eux pour les accompagner, pour voir comment faire remonter, si possible, la population des podoclémides et des iguanes sur leur territoire d'usage. En effet, ils ont remarqué d'eux-mêmes une très forte diminution, voire une raréfaction de ces 2 espèces. Et ils ont trouvé intéressant que le parc puisse apporter son expérience technique. En 2023, on a simplement mis des panneaux autour des sites de ponte, ce signifiant qu'il fallait arrêter de prélever les œufs, une de leurs nourritures traditionnelles, ainsi que les adultes. Malgré le message des chefs, près de 80% des nids avaient quand même été prélevés. Les habitudes ne peuvent pas changer en un jour. Cette autogestion, cette autosurveillance n'a pas produit son effet. La seconde année, on a demandé toujours au chef s'il voulait poursuivre et de quelle manière. Et c'est là où ils nous ont demandé à être surveillés par des personnes extérieures. Donc en l'occurrence, nous, le parc, c'était des équipes conjointes, 2 agents de parc et 2 habitants de Trois-Sauts. Et on a essayé cette nouvelle formule associée à des installations de caméras pour surveiller s'il y avait des prélèvements faits par les habitants. Le résultat a été un peu meilleur, mais on
on a vu grâce aux caméras qu'il y avait encore des prélèvements. Parallèlement à ça, on a commencé à mettre en place une coopération avec les Brésiliens, notamment avec le parc des Tumucumac, pour voir si on pouvait profiter de leur grande expérience en matière de gestion de la podocnémide pour travailler également sur la rive brésilienne. On vient justement de faire une mission à Trois-Sceaux en coopération avec des agents du Brésil, donc des Amérindiens du Brésil, qui travaillent sur cette question-là depuis 20 ans. Ils ont été présentés tout leur travail aux habitants de Trois-Sceaux pour leur demander s'ils seraient prêts à travailler avec eux sur ces nouvelles méthodes. Donc derrière cette présentation, il y a eu un petit débat. Certains trouvaient qu'on avait bien fait parce que notamment c'était à la demande des habitants. D'autres trouvaient qu'il n'était pas possible de restreindre en fait la consommation immédiate des espèces puisque c'était leur seule ressource. Dans l'ensemble, les membres du CVL ont été très intéressés par le sujet et du coup ont été assez volontaires pour s'embarquer sur leur propre atelier et réfléchir à leur propre situation. Les membres du CVL se sont séparés en 4 groupes. Ils ont essayé de répondre à quelques questions. La première était, est-ce qu'il y a des espèces ou des lieux ou des pratiques qui posent problème aujourd'hui? Donc ils devaient les définir et ensuite en choisir une à travailler. Est-ce qu'il y aurait des solutions de gestion à proposer? Et comment faudrait-il faire également pour impliquer les habitants et pour optimiser aussi le partenariat du parc afin qu'il soit un moteur et non pas un frein? C'est surtout le sujet de la nivrée qui est revenu, aussi bien côté Maroni que côté Oyapock. Cette pratique ancestrale donc d'empoisonnement des cours d'eau était aujourd'hui pratiquée d'une manière non traditionnelle et juste commerciale. D'autres sujets sont également apparus, comme le Kwata Papaishton, en lien tout à fait avec leur pratique traditionnelle au niveau des rites mortuaires. La deuxième espèce qui est apparue dans plusieurs groupes est également celui de l'iguane. Il y a eu peu de propositions de gestion directe, type moratoire ou quota. Par contre, ils ont proposé des solutions externes, type remplacer leurs pratiques par de l'élevage ou autre. L'élevage de poulets, par exemple. Je trouvais ça très intéressant, voir dans quel sens le parc pouvait accompagner en tout cas les populations, quelles étaient les solutions, en tout cas les outils à mettre en place pour que l'espèce qui est protégée puisse perdurer en tout cas. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, dont le fait de proposer de l'élevage ou voir aussi ce qui se fait un peu chez nos voisins les Brésiliens, les œufs, les déplacer à un moment donné et de les ramener par la suite quand les espèces sont un peu plus matures pour les réintégrer dans leurs espaces naturels. En conclusion de cet atelier, je retiens comme étant une sorte de feu vert de la part du CVL de commencer à travailler sur certains dossiers avec eux, comme par exemple la nivrée. Voilà, hier soir, j'ai fait comprendre que ça avait un peu râlé et c'est bien normal vis-à-vis de l'empaillage illégal. Et on est sûr d'une chose, c'est parce qu'on continue à en parler, on continue à avancer, que les choses quand même elles progressent. Petit à petit, c'est jamais assez rapide. Mais au moins, on en parle, on ne se cache pas, on le fait savoir et on avance. Et pendant le conseil d'administration, il y a un temps qui est dédié au CVL, qui dure environ 20 minutes. Si vous avez des choses à faire savoir, c'est vraiment le bon canal pour dire, nous, représentants des habitants des bassins de vie, voilà ce qu'on aimerait faire savoir aujourd'hui, voilà ce qui nous plaît pas. C'est là qu'on verra des choses avancer. Le parc amazonien ne peut pas tout faire, il ne sait pas tout faire, vous savez combien on est. Par contre, avec position au CVL, on est des bons relais pour se faire savoir à toute la Guyane ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Et vraiment, moi je voulais vous remercier pour tout ça parce que c'est vraiment important. Et je voudrais vous rappeler que le parc amazonien, c'est pas une affaire de spécialistes. Il y a vraiment des spécialistes qui font leur métier, c'est important. Mais c'est toujours orienté sur ce que veulent les mairies, les communes, mais les populations plus largement, parce qu'on essaie de refléter au maximum ce qu'est le parc amazonien.